Chapitre 10, le flux magnétique. Alors, prépare-toi, c'est ton nouvel ami. Pour comprendre le flux magnétique, il faut imaginer une surface. N'importe quelle surface, ça peut être un rectangle, ça peut être un cercle, n'importe quoi, honnêtement, qui est en 2 dimensions, ça le fait. Ensuite, t'imagines que cette surface-là est immergée à l'intérieur de lignes de champ magnétique uniformes et constants. Je l'ai appelé B et je l'ai dessiné en bleu. Le flux magnétique, son symbole, c'est phi majuscule. On met un petit B à côté pour dire que c'est le flux magnétique. Il existe aussi le flux électrique, il peut y avoir des flux pour les fluides. Nous, on a seulement le flux magnétique et honnêtement, vous pouvez omettre la lettre B qui désigne le magnétisme parce qu'il y a un seul flux et on ne peut pas se tromper. Pour calculer le flux magnétique, on utilise le produit scalaire entre 2 vecteurs. Le vecteur B, qui représente le champ magnétique en Tesla, à l'endroit où on a placé notre surface, et le vecteur A. Le vecteur A, là, c'est un vecteur perpendiculaire à la surface. Mon dessin n'est pas parfait, mais il est assez bon pour qu'on comprenne que le vecteur A, c'est un vecteur normal à la surface qui nous intéresse. La norme du vecteur A est en mètres carrés et elle représente la mesure de la surface en mètres carrés de notre rectangle ici. Ça aurait pu, comme je l'ai dit tout à l'heure, être un cercle, un ovale, n'importe quoi, une patate à la limite. Tant que l'objet, là, c'est une tranche de patate, ce serait mieux parce qu'il faut que l'objet soit en 2 dimensions. Le produit scalaire donne comme réponse entre 2 vecteurs un scalaire. Donc le flux magnétique, c'est un scalaire. Et l'unité de mesure, c'est le Weber. Tu peux l'appeler comme tu veux. Weber, Weber, Weber. Prononce-le de la façon que tu veux. J'irai pas chez vous pour vérifier. On se verra plus d'ici la fin de la session. L'important, c'est que ce soit noté comme il faut, avec le W majuscule et le B minuscule, qui veut dire Weber. Ce que le flux magnétique représente, et vous pouvez l'écrire, la définition fonctionnelle du flux magnétique, il faut que tu la gardes en tête parce que c'est important dans les problèmes de compréhension. On va dire que le flux magnétique mesure le nombre absolu de lignes de champ qui traversent la surface. Et à ce moment-là, on peut se demander, mais si le flux magnétique, c'est le nombre de lignes de champ absolu qui traversent la surface, dans le cas de mon exemple, là, ce serait 2. On aurait phi est égal à 2 Weber, 2 lignes de champ. Évidemment, c'est pas vraiment 2. Et une ligne de champ dessinée en bleu veut pas nécessairement un Weber. Ça pourrait être une ligne de champ en vaut 38, une ligne de champ en vaut 15. Il faudrait avoir là, une proportionnalité et se fier à ça. Mais l'idée générale, l'idée conceptuelle, elle est là. Le flux magnétique phi compte le nombre de lignes de champ qui traversent la surface. Là, il faut comprendre qu'il y a des lignes de champ qui ne traversent pas la surface. Le champ magnétique B en Tesla est uniforme et constant et il y a certaines lignes de champ qui passent à côté. Le champ magnétique B, c'est en fait une densité de lignes de champ. Densité de flux magnétique ou de lignes de champ par unité de surface. C'est pour ça que le produit de B, la densité de lignes de champ par unité de surface, fois la surface A en mètres carrés, nous donne un nombre absolu de lignes de champ traversant la surface, phi. Il y a même des gens en électronique industrielle, entre autres, là, et en fait, pas mal d'endroits qui vont vous dire que B, ce n'est pas le champ magnétique. Le champ magnétique, c'est autre chose qu'on appelle H, et j'en parlerai pas pour pas vous mêler, mais B ne représente absolument pas le champ magnétique et les Tesla ne mesurent pas l'intensité du champ magnétique selon certaines personnes. C'est une interprétation de la science que d'autres gens font. Dans le livre de la France,
On vous dit que le champ B en Tesla, c'est le champ magnétique, mais moi, je vous informe, attention, le champ magnétique, d'accord, appelle-le comme ça si tu veux, mais garde en tête que le champ magnétique représente la densité, la concentration de flux magnétique par unité de surface. Ça veut dire que si on avait un champ magnétique B très intense, là, regarde, il y aurait plus de lignes de champ par unité de surface. Il y en aurait plus qui passeraient à côté de la surface, mais on voit qu'on en aurait plus dans la surface. Et ici, on aurait probablement 1, 2, 3, 4, 5 Weber pour le flux magnétique dans notre surface. Les étudiants n'aiment pas la notation avec le produit scalaire et la plupart du temps, ils vont préférer écrire B, A, cos θ, comme ça ici. Et ce que ça nous donne, là, c'est qu'on va aller chercher avec le vecteur A de notre surface comme ça et le vecteur B, champ magnétique, l'angle θ entre le vecteur A et le vecteur B. C'est le plus petit angle entre A et B. Donc, faites attention, vous tracez A, vous tracez B, et vous allez chercher l'angle entre les deux. Entre parenthèses, j'écris, vous voulez pas le savoir, mais qu'on peut aussi utiliser l'intégrale comme ça avec une unité de surface. Vous aurez pas besoin de ça. En fait, peut-être oui dans certains exercices, mais je vais vous guider pour ces exercices-là. Je vais les faire en dépannage et je vais vous montrer comment utiliser l'intégrale de façon intelligente. Là, ça revient à découper là, notre surface en minces bandelettes infinitésimales. Lorsque le champ B est une variable, on a besoin d'utiliser l'intégrale. Pour les premiers exemples, on ne se sert pas de ça. Donc, le flux magnétique en Weber, c'est inscrit sur votre feuille de formule. Le champ magnétique en Tesla dans lequel la surface est immergée, la surface en question en mètres carrés et l'angle θ mesuré en degrés ou en radians à votre convenance. Pour vous pratiquer avec ça, il y a des exemples qui sont intéressants à faire. C'est en 3 dimensions là, et ça vaut la peine, comme d'habitude, de faire ces exemples-là. Un des exemples intéressants, là, sans le faire au complet avec vous, je vais vous donner la mise en situation et vous allez vérifier que conceptuellement, c'est quelque chose avec quoi vous êtes cool. On aurait l'axe des Y positifs qui viendrait vers nous. Vérifions ça. X vers Y donne Z en plein sang. Vous vous rappelez que I, produit vectoriel J, doit donner le vecteur unitaire K pour que le plan cartésien soit valide. Je vous rappelle qu'on place les 4 doigts de la main droite dans la direction du premier vecteur. On replie vers le deuxième vecteur et à ce moment-là, votre pouce pointe la direction de la réponse du produit vectoriel. Et si vous vérifiez que I, produit vectoriel J, égale bel et bien K, votre plan cartésien est euclidien, donc valide, et vous pouvez travailler avec. Sinon, refaites votre plan cartésien, il est invalide et vous faites pas de géométrie euclidienne. Bon, imaginez le plan cartésien que j'ai dessiné ici et imaginez qu'on a un rectangle. Le rectangle, on voit seulement le côté du haut, comme ça ici. Le rectangle, je peux le faire en perspective si vous voulez, là. Il serait comme ça. Voilà, ce serait notre surface. Et on aurait l'axe des X par ici, l'axe des Y qui viendrait par là, et l'axe des... ça, ce serait les Y, excusez, par ici, les XZ par là, je vais me mêler, et X de ce côté-là. Et on aurait notre rectangle, et nous, on serait situé observateur en haut, qui regarde les X plus venir vers lui, c'est bien correct. Et on aurait un angle entre... comme ça, un angle θ entre l'axe Z et notre cadre, disons θ égale, c'est un grand angle, 55 degrés. Voilà. Et on vous donnerait les dimensions du cadre. Probablement qu'on l'appellerait A minuscule, B minuscule comme ça, et on vous dirait A est égal à 15 cm, B est égal à 25 cm, oups, c'est pas, disons 5 cm, les proportions sont mieux respectées comme ça, et on va vous donner aussi, dans la plupart des problèmes, un champ magnétique. On va vous dire, regarde bien, tout ça là, c'est immergé dans un champ magnétique B
dont on connaît la direction, dans ce cas-ci, direction X positif. Donc, on aurait peut-être 0,18 Tesla dans la direction des I positifs. Et on va te dire, « Hey, mon ami, peux-tu, s'il te plaît, calculer le flux magnétique phi à travers le cadre? » Première chose à faire, vous tracez le vecteur A. Le vecteur A, dans ce cas-ci, est perpendiculaire, toujours perpendiculaire. Dans ce cas-ci, là, il ressemble à ça, à 90 degrés par rapport à la surface. Et on vient placer cet angle-là. Là, je l'appelle alpha, parce que c'est peut-être pas nécessairement le 55 degrés qui est ici. Si j'ai 55 degrés ici, je vais avoir le complémentaire là. Et laissez-moi voir, entre phi ici, comme ça, lui, on l'augmente comme ça, ben oui, c'est l'angle alpha, c'est l'angle θ qui va là. Donc cette fois-ci, là, on n'avait pas besoin de s'inquiéter, mais des fois, on a besoin de s'inquiéter. Et l'angle qu'on a de besoin entre A et B n'est pas nécessairement l'angle θ qui vont nous donner dans le problème. Dans ce cas-ci, on peut le prouver là, par géométrie ou, comme moi, le voir par intuition ou le déduire. L'important, c'est que vous ayez l'angle entre A et B et non pas l'angle entre un axe quelconque et votre surface. Donc ensuite, vous prenez la surface B et on va aller chercher cosinus de 55 degrés. La surface A, ce serait base fois hauteur dans ce cas-ci pour un rectangle et on viendrait prendre notre champ magnétique. Ben, on met ça là-dedans. C'est pas compliqué, calculer des flux magnétiques. Faut simplement se démêler et être capable de le faire de façon confortable parce que ça va devenir une parmi tant d'autres étapes pour faire des solutions de problèmes complètes au chapitre 10. Vous pouvez le calculer, j'ai pas la réponse avec moi, là, mais vous avez compris le principe. Et je veux attirer votre attention sur quelque chose. Comme c'est pondéré par un cosinus, ce machin-là, vous allez vous rendre compte que c'est maximum lorsque θ est égal à 0 degré, que ça passe par un minimum lorsque θ est égal à 90 degrés, et que ça revient maximum à 180 degrés et ainsi de suite. Donc, le cosinus a cette propriété-là, là, et quand on y pense, ça fait du sens. Regardez bien, si on prend l'angle θ de 55 et qu'on l'amène vers 0 tranquillement, là, notre cadre serait rendu ici, à place d'être en rouge, je l'ai fait en bleu, là, et là, on aurait un angle entre A et B qui serait de 0 degré. À ce moment-là, cos de 0 degré nous ferait 1, et on serait au maximum du champ du flux magnétique. Et ça a du bon sens parce que lorsque la surface est perpendiculaire au champ magnétique, il y a un maximum de lignes de champ B qui traversent cette surface-là. Au contraire, là, si on l'avait amené ici, lorsque θ vaut 90 degrés, il n'y a aucune ligne de champ qui aurait traversé notre cadre et on aurait eu, ce serait le cas de θ égale 90 degrés, cos 90 égale 0 et on aurait eu un flux magnétique nul. C'est toujours comme ça. Quand votre surface est parallèle aux lignes de champ, on a un angle de 90 degrés et un flux magnétique nul parce que les deux vecteurs A et B font un angle droit. Et lorsque votre surface est perpendiculaire aux lignes de champ, ben c'est maximum. Il y a un maximum de lignes de champ magnétiques qui vont traverser et on va compter le nombre de lignes de champ à travers la surface. Donc, on se ramasse avec un grand nombre de Weber pour le flux magnétique. Alors, voilà comment ça marche. Vous avez des exemples dans le livre. Il y a une sous-section à lire et je vous encourage à faire les lectures et à pratiquer les exemples ou à vous fier sur les exemples au besoin lorsque vous faites les exercices. Il n'y a pas de secret, là. Je sais que les étudiants marchent comme ça en général. Ils lisent pas la théorie, ils se garochent sur les exercices et au besoin, ils viennent se fier sur les exemples du livre et sur les vidéos que j'ai faites. C'est correct, chacun sa méthode. Tant que vous livrez la marchandise, ça marche. Allez, bonne journée, portez-vous bien.